Bonjour à tous, donc aujourd'hui on poursuit le journal de mon portefeuille. Donc avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage. Donc je vous rappelle que la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis qu'un simple amateur et pas un conseiller financier. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, je vous rappelle un petit peu ma stratégie. Elle est adapté à mon profil et n'a pas vocation à être répliqué. Donc moi je suis un investisseur sur du long terme, j'ai moins de 35 ans, donc j'investis pour, en tout cas dans l'idée que je m'en fais, pour probablement plusieurs décennies, dans l'objectif de se constituer un patrimoine, avec un premier objectif qui est d'avoir un portefeuille d'environ 100 000 euros. Je fais de l'investissement et pas du trading. Même si dans le futur je n'exclus pas la possibilité d'avoir une poche complémentaire de ce côté là. En tout cas je m'y intéresse, même si actuellement je ne me suis pas lancé là-dessus. Alors moi je suis pas un professionnel de la finance de près ou de loin, donc je suis un simple amateur, je pars du niveau 0 de compétences, et donc j'essaye de progresser. Voilà, ça fait environ 2 ans que j'ai commencé mes investissements boursiers, donc je m'intéresse de plus en plus à cela et j'essaye de gagner en compétences. Comme j'ai plein d'autres choses dans ma vie, j'ai un temps limité à y consacrer, et j'ai une approche avec du stock picking. Donc dans l'idée, si on fait du stock picking et qu'on y consacre du temps et de l'énergie, c'est bien évidemment dans une idée de surperformer le marché sur du long terme, même si c'est un objectif très difficile. C'est pas le propos de ma vidéo ici, mais voilà, c'est un objectif élevé. Voilà. Alors actuellement dans mon portefeuille, je suis en phase d'accumulation, hein. Actuellement je consacre 800 € par mois donc à la fois sur mon PEA et sur mon compte titre. Donc dans cette série de vidéos là, j'ai modifié un petit peu le format, j'ai fusionné les vidéos consacrées au PA et au compte titre. Ça avait pour moi plus de sens, ça permet d'avoir une vision plus globale de mon portefeuille. Ça permet d'intégrer plus de stratégies, notamment d'intégrer dans son portefeuille le fait qu'il y ait des rates ou de l'or par exemple. C'est pour éviter pour moi d'avoir un petit biais d'ancrage sur le fait de passer un peu plus de temps sur le PEA, qui est probablement une enveloppe, en tout cas fiscalement très intéressante, mais qui fait qu'on probablement, enfin en tout cas pour ma part jusqu'à présent, je m'intéressais peut-être pas suffisamment au marché américain, et donc pour éviter de poursuivre ce biais, je pense que c'est bien dans ma revue de mon portefeuille d'intégrer les deux et pas de manière séparée. Ici dans cette série, moi je vous propose de vous donner mon évolution en toute transparence, alors avec bien sûr les erreurs qui vont apparaître. Le projet de cette série, elle est essentiellement au début sur un plan, enfin elle a un objet un petit peu égoïste vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que c'est pour moi, en tout cas cette chaîne YouTube, c'est pour moi une façon de formaliser mes réflexions, de tenir un journal de bord de ce que je fais, de ce que je réfléchis, de ce que je note ou de ce que j'évalue, afin de gagner en compétences sur le long terme, éventuellement de vous le soumettre et d'avoir des retours de vous, de critiquer telle ou telle approche qui a probablement des biais ou des erreurs, et de pas m'enfermer dans mes propres convictions. En termes de rythme de vidéo, je vais essayer de faire une vidéo peut-être tous les 2 mois environ, éventuellement tous les mois si je fais un peu plus de mouvement. Après l'idée c'est pas de faire de vidéos tous les mois s'il se passe pas grand chose. Le but c'est pas de brasser l'air, c'est vraiment de prendre des orientations stratégiques. Et puis je vais essayer sur chacune de mes vidéos de portefeuille d'essayer d'avoir de faire une petite revue de mes potentielles erreurs, ou au contraire de mes succès, et d'essayer d'en retenir quelque chose sur le long terme. Voilà. Alors un mot sur la macro, hein, vous êtes au courant, donc ce qu'on évaluait en fin d'année 2021 est un petit peu tombé à l'eau du fait du conflit en Ukraine. Alors on a vu alors le
pétrole avait pas mal augmenté, mais là clairement ça a mis un gros stress sur le pétrole, le gaz et les matières premières. On voit que l'inflation elle va pas être transitoire et que en tout cas les problématiques d'inflation d'énergie vont sans doute perdurer un petit moment. L'anticipation du rehaussement des taux des banques centrales, en tout cas des banques centrales américaines, le scénario où il y avait une remontée élevée des taux est peut-être en train de tomber à l'eau. Et puis on est actuellement dans une situation au moment où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire début mars 2022, avec beaucoup d'inconnus sur l'escalade du conflit et sur ses implications, sur l'étendue des restrictions financières pour la Russie et des miroirs des restrictions qu'il risque d'y avoir. En tout cas, sur un plan technique, ce qu'on voit, c'est que sur la plupart des indices, S&P 500 ou CAC 40, on a une cassure de la tendance haussière à minima. On peut même se poser la question, au vu d'enfoncement de certains niveaux, d'un renversement de tendance. Alors moi, je passe pas beaucoup de temps à prédire la macroéconomie. Pas que ça m'intéresse pas, mais parce que je pense que c'est tout à fait, que c'est du temps perdu pour ma part. Je crois que même des spécialistes qui ont énormément de temps, d'argent, de compétences et de connaissances n'y arrivent pas. Il faut ne serait-ce que voir ce qui était prédit il y a 2 ans, ce qui était dit sur les cours du pétrole. On voit bien que il s'était trompé, y compris des experts en énergie. Donc globalement, moi je pense que c'est très difficile de prédire le futur, voire impossible. Donc je n'essaie pas de me rajouter un biais cognitif supplémentaire de ce niveau-là. Et donc j'observe le mouvement et j'essaie de m'adapter en fonction de ce qui s'est passé, mais pas forcément de faire des prédictions sur du long terme. Voilà pour le point macro. Alors, en termes d'allocation de portefeuille, en termes de type, donc aujourd'hui j'ai un portefeuille qui est un peu plus de 32 000 euros. J'ai actuellement un peu plus de 10% de liquidité. Alors là c'est tout compris, hein, c'est PEA et compte titre. J'ai plus de la moitié de mon portefeuille qui est en action en stock picking. J'ai 15% en ETF, enveloppe que j'ai envie de faire grossir, et j'ai une exposition en or qui est finalement pas négligeable quand je tiens compte de l'or physique que je possède et qui est d'un peu plus de 18% et qui clairement dans cette période a tendance à contrebalancer les contre-performances sur certaines valeurs de mes actions. Et puis j'ai une toute petite enveloppe de rates, donc de foncières cotées, que je souhaite un portefeuille que je souhaite développer dans le temps et faire grossir, car je trouve ça intéressant en termes de décorrélation, mais c'est pas le propos de ma vidéo ici. Alors, mes mouvements depuis la dernière vidéo, j'ai vendu ma ligne NJ sans plus-value, hein, alors sans moins-value, mais avec une plus-value qui est ridicule. C'était un titre que j'essaie de me débarrasser depuis longtemps, sur lequel j'avais plus de conviction, que j'avais acheté avant la crise Covid, qui était remonté à mes niveaux de PRU et qui était en tendance haussière, et je me suis fait sortir sur un stop de protection sans moins-value, ce qui était le but là avant la chute brutale de la semaine dernière. Voilà, je suis en train de débuter une ligne sur Meta que je trouve actuellement peu cher et qui a fortement corrigé. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans ma vidéo. Et puis j'ai pris un petit peu par-ci par-là en janvier-février, un petit peu de quelques actions, mais vraiment très peu, sur HelloFresh, Edenred, et puis un petit peu sur Ronext aussi, mais voilà, vraiment des toutes petites positions. Finalement j'avais reconstitué une petite poche de liquidité, ce qui s'avère être pas une mauvaise idée au vu des corrections des 2 dernières semaines là. Et là je commence à trouver certains titres de plus en plus intéressants, mais c'est pas le propos de cette vidéo ici. Donc voilà, là c'est mon portefeuille en action, hein, donc c'est mes positions actions, beaucoup de rouge, hein, comme vous pouvez le voir, beaucoup de rouge. Alors après ce qui compte c'est surtout la taille des positions. Voilà, mes principales lignes en plus-value, c'est Total, FDJ,
Alors FDJ, je pense que ça va être une valeur défensive dans ces périodes. Total, malgré sa forte exposition russe, c'est pas une ligne que j'ai envie de bouger, plutôt renforcer, mais pas à n'importe quel prix, parce que j'ai un scénario alors ça contredit un peu ce que j'ai dit plus tôt, mais globalement je fais pas de prédiction sur la macro. Par contre, les seules convictions que j'ai, c'est convictions notamment sur l'énergie. Et donc j'avais depuis, même quand le pétrole était à 30 $ le baril, là il y a 2 ans, j'avais une conviction que le baril serait un cours élevé du pétrole du fait d'un sous-investissement chronique en fait dans les infrastructures. Et donc c'était un scénario que je jouais. Alors ce que j'entends par la macro, c'est que je prédis pas et je fais pas de spéculation sur le prix du baril, qu'il atteindra tel ou tel niveau en telle ou telle année, ça j'en ai absolument aucune idée. Par contre, pour moi, il y avait vraiment un scénario de prix du pétrole élevé, et je pense qu'il va perdurer, comme je vous l'ai expliqué, parce que quand on s'intéresse au sujet, il y a une inélasticité de la demande, et qu'il y a eu un sous-investissement chronique depuis un peu moins de 10 ans dans les infrastructures, qui fait qu'on va se retrouver short en termes de production. Là, je parle même pas du fait que potentiellement la Russie sortirait du marché mondial, enfin peu importe, mais globalement, moi je jouais ce scénario-là, et donc c'est pour ça que j'avais une surexposition sur les pétrolières, notamment via Total. Alors Total, peut-être là, il y a une bonne exposition en Russie qui fait qu'il y a un trou d'air, mais je reste quand même bullish sur le pétrole, selon moi. Voilà, la FDJ, donc valeur défensive, j'ai fait l'IPO, c'est une valeur que je toucherai pas, donc voilà, au mieux je renforcerai. Et puis un peu dans la même idée que Total, j'étais assez bullish pareil sur l'énergie, et notamment sur le gaz, qui est selon moi une énergie qui va être au centre de beaucoup d'attention dans la décennie à venir. Alors voilà, je m'intéresse spécifiquement au secteur de l'énergie dans ces grandes lignes, donc c'est vrai que j'ai une sensibilité à investir plus sur ces types d'entreprises. Et donc voilà, GTT, c'était une façon de jouer le gaz dans la décennie à venir. Alors là, il se trouve que actuellement elle est clairement en tendance haussière, du fait peut-être de la nécessité de réorganiser la distribution du gaz en Europe, mais en tout cas, voilà, ça je l'avais pas anticipé, bien évidemment, mais en tout cas, je surfe là-dessus. Et puis voilà, pour le reste, beaucoup de moins-values. Alors, il y a des lignes avec des petites moins-values en termes de pourcentage, et puis après, il y a des grosses moins-values. Je pense notamment à Alibaba, où je suis à moins 50% de moins-value, notamment. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors là, effectivement, ma moins-value totale, c'est en termes d'action, je suis à moins 20%. Donc c'est quand même beaucoup. Bon, après, ça me pose pas de problème, parce que je suis sur l'investisseur long terme, donc c'est tout à fait quelque chose que j'accepte. Ça tient pas compte des positions que j'ai clôturées et des plus-values en rapport, et des dividendes que j'ai encaissés. Et dernière chose, c'est que ça ne tient pas compte de mon horizon d'investissement. C'est-à-dire que sur une entreprise, par exemple, comme sur Alibaba, sur laquelle j'ai une conviction à moyen long terme, ça ne me dérange pas qu'elle soit en négatif pendant 1, 2, voire 3 ans. C'est pas l'objectif, donc je suis d'accord pour sous-performer pendant un moment, si derrière ça rattrape. En tout cas, c'est la question de à quel moment on fait la mesure qui est la question sous-jacente là-dedans. Donc sur les positions que je tiens, bien évidemment, il y aura toujours une partie de surreprésentation de moins-value lentante ou de sous-performance potentielle, qui risque de diminuer bien sûr avec le temps. Bien sûr, j'espère qu'à 10 ans, je n'aurai pas autant de rouge en moins-value latente, en tout cas. Alors en termes de répartition, je vais passer vite sur cette slide, mais globalement, voilà, on voit que mes grosses positions, c'est Alibaba, c'est les ETF, 10% de liquidité, une grosse position sur Total qui a diminué, une bonne position sur la FDJ, et puis après
des petites lignes par-ci par-là. Voilà pour la grosse répartition. Alors voilà, plus intéressant, là c'est selon mon type de stratégie, donc c'est la répartition en pourcentage selon mon type de stratégie. Alors, je trouve ça intéressant parce que ça compte un petit peu sur mon organisation et sur mon temps que je peux consacrer à l'investissement boursier. Et donc c'est vrai que je vais avoir tendance dans le temps à faire grossir mes positions qui sont entre guillemets peu chronophages, donc les positions où je vais faire du DCA. Donc essentiellement mes positions de TF en l'état actuel des choses, plus ce que je vais classer dans les piliers, c'est-à-dire des entreprises sur lesquelles j'ai une bonne conviction, qui ont un avantage compétitif durable, donc un moat, qui ont un fonds de croissance, alors pas forcément des croissances à dessus de 20%, mais en tout cas un fonds de croissance qui tourne autour des 10%. Et sur lequel j'ai des grosses convictions sur le long terme. L'idée c'est que peut-être ces entreprises elles vont pas m'offrir des surperformances exceptionnelles du marché, mais elles vont. Alors si je les achète, c'est parce que je pense qu'elles vont surperformer le marché sur le long terme, bien évidemment, mais c'est surtout parce que voilà, j'ai forte conviction, je pense que leur business est résilient, qu'il va continuer à croître. Et globalement, en termes de piliers, je vais y consacrer assez peu de temps dans l'année, ce qui fait que globalement, si j'ai acquis une conviction, je définis des entrées niveau seuil, je les surveille sur un plan graphique de temps en temps, mais ça me prend 3 minutes par mois. Et puis quand je vois qu'elles passent des seuils, éventuellement je renforce ou je me renforce ou pas. Et puis je lis le rapport une fois par an, donc je consacre éventuellement 1 heure dans l'année à voir leurs résultats annuels, mais l'idée c'est que j'y consacre pas plus de temps. Voilà. Après, donc, ensuite il y a mon volet des entreprises de croissance, donc c'est là où je vais aller chercher de la surperformance. Donc ça, c'est des entreprises où on passe beaucoup de temps à les chercher et ensuite à appliquer une bonne stratégie d'entrée. Donc actuellement, mes positions, c'est Meta que je suis en train de constituer. C'est surtout de la tech chinoise, Alibaba, Tencent, puisque c'est des positions que j'ai pris essentiellement l'année dernière. Et donc, pour faire simple, l'année dernière, si vous voulez de la tech correctement valorisée ou pas survalorisée, il n'y avait pas grand chose aux États-Unis, c'est pour ça que je me suis sous-exposé au marché US et que je m'y intéresse beaucoup plus fortement actuellement. Et puis c'est du HelloFresh pour jouer une petite carte européenne de ça. Ah, j'ai oublié de vous mettre, il y a aussi du Prosus, mais qui est un proxy qui est selon moi un proxy de Tencent intégré dans le PEA avec une décote et avec en bonus avec un bonus, un capital risque qui est entre guillemets gratuit au prix actuel de Prosus. Voilà. Après, il y a une toute petite position sur des valeurs de retournement, donc c'est des valeurs qui sont sur lesquelles je vais jouer des toutes petites positions, mais en cherchant à faire des X mises. Voilà. Après il y a une petite poche tendance, donc c'est pour surfer sur des tendances macro, mais vous voyez c'est une toute petite position. Donc là par exemple j'ai acheté un ETF au sein du PA sur les matières premières, et donc c'est pour surfer sur ce cycle là des matières premières, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai une énorme conviction. Voilà. Après, il y a une petite poche où j'ai 100 convictions, donc c'est Tencent Music Entertainment et Neoen, ou sur lequel j'ai pas des entreprises, il faudrait que je m'y repenche un petit peu, mais en gros, c'est des entreprises auxquelles j'ai pas de grosses convictions. J'essaie de m'en débarrasser avec le moins de moins-value possible ou sans moins-value potentiellement. Ensuite, petite poche de dividendes, alors ça, c'est plutôt l'héritage. Avant que je mette en place une vraie stratégie d'investissement. Donc il me reste Orange et Eutelsat actuellement. Alors Inea c'est une foncière cotée en France, donc ça c'est un peu différent puisque c'est dans le cadre d'une stratégie d'intégrer des rates dans mon portefeuille. Ensuite, alors j'ai appelé une stratégie dividende plus cycle, donc c'est surtout pour jouer le cycle en fait, mais comme elle délivre aussi des gros dividendes, c'est de jouer les deux. Donc c'est du Total GTT pour jouer sur l'énergie, du Ruby pour jouer sur un contexte, alors c'est pas vraiment une valeur énergétique à proprement parler, mais plutôt un distributeur du pétrole, et c'était pour jouer
on va dire la conjoncture qui était négative, notamment dans les Caraïbes, et du fait du Covid, et donc jouer un petit peu un rebond de cycle là-dessus. Bon, on peut discuter mes approches, mais globalement c'est pour les catégoriser, pour jouer un style de stratégie en fonction. Bon, le cycle, essentiellement, je jouais les bancaires, donc BNP, Société Générale. Bon, vu ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, on peut dire que le cycle il a été pas mal chamboulé. Et donc là, clairement, j'ai pas respecté ma stratégie initiale où je devais avoir des stops de protection que j'ai désactivé avec la crise qui arrivait, puisque je me suis dit qu'il allait y avoir une augmentation de la volatilité de manière importante et que je risquais de me faire sortir sans que je le souhaite réellement, sans que, selon moi, ça ne remettait vraiment en question ses fondamentaux. Bon, en pratique, je me suis trompé, donc elles sont en moins-value. Pour l'instant, personne ne sait ce que ça vaut vraiment, donc je touche pas. Donc voilà un petit peu pour ma répartition en fonction de mes stratégies. Alors un mot en termes géographiques. Donc ce qu'on voit, c'est que j'ai une grosse exposition à la France. C'est un biais domestique classique, hein. J'investissais surtout en PEA, surtout c'est des entreprises que j'entends parler, donc je vais avoir forcément une surexposition de la France, mais que je souhaite diminuer dans le temps. J'ai clairement une sous-exposition au marché US, où actuellement 7%, et essentiellement sur de l'ETF, puisque j'ai commencé une stratégie de DCA sur le S&P 500, et par contre que je vais essayer de faire grossir maintenant de manière assez massive, puisque je trouve qu'on commence à entrer sur des niveaux intéressants, notamment sur les valeurs tech américaines, et donc je risque dans les mois à venir d'investir pas mal sur ce marché-là, et donc de fortement augmenter mon exposition au marché US. Clairement, j'ai une surexposition au marché asiatique, à la fois via ces entreprises. Alors j'ai rentré Prosus comme une exposition à la Chine, hein, puisque clairement c'est un proxy de l'exposition à Tencent, donc j'ai mis que c'était une exposition au marché chinois pour l'essentiel, ce qui me semble correct. Donc oui, j'ai fait le choix actuellement d'avoir une surexposition à la Chine, car je pensais que l'année 2021 était clairement, en tout cas en creux pour ces valeurs-là. Et donc je me suis dit que c'était l'opportunité si on réfléchit à l'échelle d'une décennie et à l'échelle d'un portefeuille de 100 000 euros, de créer cette poche de valeur sur les valeurs asiatiques, chinoises pour l'essentiel, hein, parce que Asie divers c'est l'ETF passif, donc avec 40 ou 50% d'exposition à la Chine, donc globalement c'est globalement ça. Mais c'est une taille que je vais pas forcément faire grossir actuellement, et donc qui proportionnellement va être amené à diminuer progressivement. Mon analyse était que le marché chinois était plutôt en creux de cycle, la bourse chinoise était plutôt en creux de cycle, et notamment les valeurs tech chinoises, et donc j'ai souhaité m'exposer sur ce marché-là en me disant que c'était un petit peu le creux, et que probablement c'était important d'en avoir une petite portion dans son portefeuille, mais que c'était entre guillemets le moment d'investir dans la décennie sur ces valeurs-là. Et donc c'est pas quelque chose que je vais forcément renforcer prochainement. Maintenant, pour voir si cette stratégie est valable, il faut attendre que le cycle de ces valeurs s'inverse et que reparte à la hausse. Donc en gros, pas de bilan sur cette part du portefeuille avant au moins 2025 selon moi. Alors après, si on s'intéresse à la répartition de mon portefeuille en termes d'actions, hein, là il n'y a plus les ETF ni l'or. Si on s'intéresse au type d'entreprise selon Peter Lynch, on voit que j'ai un peu plus de 30% de fast grower, 30% de piliers, pas mal de cycliques. Alors j'inclus là-dedans les cycliques, pas au sens cyclique, j'entendais en termes de cycle de valorisation de l'énergie notamment, donc j'inclus dedans le Total, GTT, etc., qui me semblait en creux de cycle en 2020, sur lequel j'avais investi pas mal, et il me semble que ce cycle-là est loin d'avoir montré son sommet,
Donc une exposition là aussi quasiment de 30% de cyclique, et puis une petite poche de slow grower qui m'intéresse pas fondamentalement, et une petite poche plus spéculative de turnaround que je m'autorise à avoir quelques pourcents, maximum 5% de mon portefeuille. Voilà. C'est un peu redondant, mais c'est différent. Globalement, c'est pour voir si je suis très value, très grosse, un peu mitigé, un peu entre les deux. Donc on voit que globalement, j'ai un PEA qui était plutôt très value, j'ai un compte titre qui est plutôt gross. Donc voilà, mais globalement, ça se répartit pas trop mal entre value et gross. Mes positions ETF, bon, je fais essentiellement du DCA, donc S&P 500, Asie, hein, j'avais souhaité me surexposer à l'Asie comme je l'ai expliqué. J'ai fait une petite exposition sectorielle à la santé en Europe, que je vais renforcer dans le temps et que je vais garder puisque ça rentre dans mes piliers. Petite création d'une ligne sur des rates, donc la dernière ligne là, qui est les rates au niveau mondial, 60% d'exposition au marché américain. Donc ça, je vais faire du DCA trimestriel sur ça. Bon, voilà, globalement, je commence une ligne. Je veux faire du stock picking aussi dans les rates, mais je voulais aussi avoir une valeur plus d'ETF. Voilà, et puis voilà. Alors, une réflexion sur ma position de Alibaba, qui est actuellement ma plus grosse moins-value latente. Donc finalement, c'est la question de rentrer sur un titre baissier. Alors ici, j'aborderai pas sur Alibaba le choix de l'entreprise. Hein. On peut critiquer ce choix, et puis pour l'instant, comme je vous ai expliqué, je pense que pour l'instant, je fais pas de retour avant 2025 sur l'entrée de ce titre, hein, tant que j'ai pas laissé le marché s'inverser là-dessus. Donc ici, j'aborderai ni le choix donc de l'entreprise, ni le positionnement de sa taille, qui peuvent bien sûr être discutés, mais qui ne sont pas l'objet ici de ce que je souhaite réfléchir. J'aborderai pas non plus ici le fait de rentrer sur un titre baissier. Bon, vous avez tous les trend followers qui diront que c'est absurde, qu'il faut jamais faire ça, etc., etc. Malgré tout, si vous êtes un investisseur sur des valeurs fondamentales, et bien, quand vous avez une belle valeur que vous allez trouver survalorisée, à un moment donné, il faudra rentrer quand elle sera baissière. C'est mécanique, et donc il faudra à un moment donné que vous soyez un petit peu contrariant pour entrer sur ce type de valeur. Alors est-ce qu'il faut, c'est pas le propos de cette vidéo, même si j'entends que ça peut se discuter, mais c'est plutôt comment optimiser mon niveau d'entrée. Clairement aujourd'hui, alors peut-être en creux, hein, mais j'ai acheté pour 34 actions d'Alibaba pour un PRU de 210 $. Aujourd'hui, l'action elle cote à 100 $, hein, globalement, et j'ai utilisé, on va dire, globalement toute ma position. J'ai pas forcément envie de renforcer mon Alibaba, même pour lycée, etc. J'ai cramé toute ma position sur Alibaba que je souhaitais à mon maximum. Et clairement, d'avoir cramé toute sa position alors que le titre est resté baissier et qu'il a été divisé par 2, clairement, il y a une erreur d'exécution de ma part. Et donc c'est pour ça que je souhaitais réfléchir un petit peu là-dessus et vous en faire part. Donc moi j'avais défini une taille maximale de position qui était, alors je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais qui était d'environ 7000 €. Bon, globalement je souhaitais rentrer cette part-là sur des valeurs asiatiques et notamment sur Alibaba. J'avais défini des valeurs d'entrée au niveau fondamental qui étaient autour de 220 $. En dessous de 220 $, je trouvais que c'était une affaire à ce moment-là. Et j'avais un niveau d'entrée très bas qui me semblait inatteignable, qui était autour des 120-130 $ de mémoire. Et voilà. Et malgré tout, donc j'ai tout rentré au premier niveau. Donc
ce que ça m'a inspiré, c'est que probablement j'aurais dû procéder différemment. Donc là, j'ai repris un titre qui a traversé, donc j'ai pris Apple, la plus grosse capitalisation au monde, en 2008, qui a traversé une phase baissière, qui était sans doute un bon moment d'entrée, et puis qui est reparti à la hausse. Alors c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas, si vous rentrez sur un titre de manière contrariante, c'est que vous pensez qu'il va repartir à la hausse et qu'il est sous-évalué. Et c'est plus de réfléchir comment j'aurais pu optimiser ma stratégie d'entrée. Donc je pense qu'il faut avoir trois grosses poches d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'on rentre en 3 fois, mais en tout cas qu'on divise sa taille d'opposition en 3 et que globalement on va répartir. Alors est-ce qu'il faut faire un tiers, ça je suis encore en réflexion là-dessus. Donc si vous définissez des niveaux d'entrée, donc un premier niveau d'entrée sur la première ligne bleue horizontale, qui est un niveau, on va dire, ce que moi j'appelle un niveau d'entrée modéré, et puis un niveau d'entrée pour les plus pessimistes de vos scénarios, qui est la deuxième ligne bleue. L'idée c'est de faire une première entrée au moment où vous touchez ce premier seuil. Donc ça c'est de commencer sa ligne à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire une fois de plus qu'on fait qu'une seule entrée, mais qu'on peut rentrer progressivement dans cette phase baissière. Alors là, la phase baissière elle est bien sûr explosive, hein, mais globalement, c'est de rentrer avec différents niveaux dans une phase baissière à partir d'un passage de seuil fondamental. Ensuite, c'est éventuellement, si elle touche votre deuxième niveau de seuil, c'est pas forcément le cas, mais si jamais elle touche, c'est de re-rentrer un tiers à ce niveau-là. Voilà, alors probablement que dans plein de cas ça n'arrivera pas à ce niveau là, mais si ça arrive, vous avez gardé une poche d'un tiers pour rentrer là-dessus. Et enfin l'idée c'est de rentrer un dernier tiers une fois que le titre est reparti à la hausse et à repasser des niveaux techniques. Donc là par exemple la moyenne mobile 52 périodes, elle l'a franchie et puis elle a même rebondi sur cette moyenne mobile 52 périodes en données hebdomadaires. Et donc on peut être plus bullish sur le titre et à ce moment-là on complète le dernier tiers de son investissement. Avec une stratégie comme ça sur un titre baissier, finalement il y a donc ça c'est le scénario, là ce que je vous ai mis en schéma c'est le scénario idéal, hein. Finalement ça baisse, puis ça continue à baisser, ça va toucher le deuxième seuil. Vous voyez on passe sous la moyenne mobile de 100 périodes, donc là on est clairement pas, c'est pas terrible. Là vous complétez un tiers de votre ligne à ce niveau là. Et puis une fois qu'elle a rebondi, vous complétez le dernier tiers. Donc ça c'est la solution centrale. Si le titre continue à baisser, alors là il faut revoir bien sûr les fondamentaux, mais à ce moment-là, au minimum, vous avez déjà diminué votre position d'un tiers. Par exemple sur Alibaba aujourd'hui, il me resterait encore un tiers de ma ligne à investir, puisque j'aurais touché que les 2 premiers seuils. Donc j'aurais déjà diminué ma taille de position. Et puis si vous avez un rebond rapide, le seul inconvénient, ou si vous n'allez pas toucher le dernier seuil, c'est que vous allez limiter votre taille de position. Vous allez la limiter d'un tiers éventuellement, mais globalement c'est pas très grave, puisque finalement des opportunités il y en aura d'autres, et c'est pas très grave de sous-positionner de se sous-positionner sur un titre. Une fois de plus, c'est des opportunités, il y en aura plein d'autres, et donc il faut pas avoir cet esprit FOMO. Et je pense que j'ai fait cette erreur sur Alibaba quand je l'ai vu à 200$. Je me suis dit moi 220$ c'est un très bon prix, donc si elle est à 200$ c'est bon et je mets le paquet. Mais si j'avais été plus patient et plus rigoureux, j'aurais gardé un autre tiers et je serais rentré autour des 110-120$, ce qui aurait fait que j'aurais un PRU beaucoup plus bas, et j'aurais encore un tiers de ma ligne disponible pour si jamais le titre se retourne pour compléter. Alors peut-être que j'aurais complété à 150 ou 180$, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est j'aurais pas raté le plus bas, et à la fin ce qui compte c'est que mon PRU il aurait été bien meilleur. Donc en gros, moi ce que je retiens de mon expérience de ma création de ligne sur Alibaba, c'est qu'il faut être beaucoup plus... Il faut pas manquer de patience. Il faut pas être pris par le FOMO. Des opportunités, il y en a plein. Si on en rate une, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de pas se faire planter ou de pas se faire planter. Et donc ça invite à être beaucoup plus rigoureux dans l'application de ces stratégies. Voilà, c'est ce que je retiendrai en tout cas de ma création de ligne sur Alibaba.
Alors en conclusion, le fait d'avoir fusionné mes deux portefeuilles en un seul, ben, ça me permet une vision plus globale et beaucoup plus intéressante de mon portefeuille. Ça permet d'intégrer des aspects complémentaires, donc l'exposition à l'or, l'exposition future aux rates, au marché chinois, au marché américain, etc. Bon, actuellement je suis à moins-value, je sous-performe le marché en 2021, ça je l'avais dit, mais la question c'est quel est le endpoint. Et donc moi, comme je suis un investisseur sur plusieurs décennies, c'est difficile de juger sur des positions que j'ai actuellement ou que j'ai créées depuis, je sais pas, par exemple, j'ai ma position sur HelloFresh qui est une début de création de ligne, qui est toute petite position et sur lequel j'ai une vision sur 5 ans ou 5 à 10 ans. Ça veut pas dire grand chose que je sois en moins-value de 30% par exemple, ça veut rien dire. Je vais compléter ma ligne peut-être et on jugera à la fin. Voilà. Ce qui est clair, c'est que j'ai une sous-exposition au marché US, puisque en fait finalement j'ai ouvert mon compte titre globalement en 2021, qu'en 2021 je trouvais le marché américain très cher, trop cher, notamment pour ses valeurs tech. Et donc je suis resté à l'écart. Maintenant je trouve qu'il y a de belles opportunités. Meta, la première, qui est vraiment pas chère. Je m'intéresse aussi pas mal à Google et je commence à me réintéresser aux entreprises qui ont beaucoup corrigé, style PayPal, etc. Donc là clairement je vais mettre à mon avis le paquet sur le marché américain, puisque je suis sous-exposé et on commence à avoir des niveaux d'entrée qui deviennent intéressants. Mon exposition à l'Asie, elle est actuellement très élevée dans mon portefeuille, mais si on part du principe que je vais avoir un portefeuille de 100 000 euros d'ici là, et que c'était mon entrée globalement pour la décennie qui va venir, ou en tout cas au moins pour les 5 ans à venir, je trouve que mon exposition elle reste en ligne avec le plan initial, mais je vais pas le renforcer. Et puis en refaisant ma revue, j'ai réfléchi et j'ai essayé d'avoir un plan un petit peu plus pragmatique de rentrer sur un titre qui est en tendance baissière. Voilà pour la vidéo. Donc si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like pour soutenir la chaîne. Et puis si t'es pas d'accord avec certains de mes points de vue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse.